Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invitée, danseuse et chorégraphe australienne, révélée au grand public dans l'émission Danse avec les stars sur TF1 dont elle fera la tournée. Katrina Patchett vient nous voir pour son livre autobiographique intitulé Mon corps, mon combat aux éditions Fayard. L'histoire évidemment de son parcours de combattante de l'Australie à la France. L'occasion comme toujours de découvrir notre invitée en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Katrina Patchett. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Merci de m'avoir invitée. Franchement, je suis honorée. Je suis très contente d'être là. Et je suis très heureuse de vous recevoir. On dit toute la vérité à nos auditeurs. On s'est annulé 2 fois pour des très bonnes raisons, toutes les deux. Et donc, généralement, on dit jamais 203. On fait mentir l'expression. On y arrive enfin. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Et je tiens à démarrer cet entretien parce que j'ai lu votre ouvrage et forcément, j'avais très envie de vous dire en démarrage que je vous trouve extrêmement courageuse. Merci beaucoup, ça me touche. Enfin, c'était pas facile à faire, mais en même temps, ça m'a fait du bien de l'avoir fait. Mais c'était quand même une épreuve. Est-ce que c'est un livre un peu thérapeutique ? Au début, en fait, je pensais avoir fait mon deuil avec ce sujet. La raison pour laquelle j'ai décidé de parler à ce sujet. Et je l'ai surtout fait pour les autres, mais en le faisant, en effet, c'était très, très thérapeutique. Dans votre livre, on va le détailler dans un instant, mais vous dites à de très nombreuses reprises que ce livre, vous le faites en effet pour les autres, pour aider, pour les jeunes notamment, et on a plein de choses à dire. Alors on va y aller lentement, mais sûrement, avec le début, toujours le début. Katrina Patchett, je crois savoir que vous êtes née un 12 décembre dans les années 80 à Perth, c'est comme ça que ça se prononce, à l'ouest de l'Australie. Exactement. Vous allez grandir dans une famille de danseurs, 7e mondiale à la fin, et puis professeur et propriétaire d'un studio de danse. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Alors j'ai eu une enfance qui est un peu atypique, hein. C'était très entouré de la danse, bien sûr, et j'ai dû grandir assez rapidement parce que vu que j'ai obtenu un niveau de danse assez fort, très jeune, j'ai dû confronter des gens beaucoup plus âgés que moi dès le début. Du coup, je pense que j'ai sauté quelques étapes quand même de mon enfance. Mais ça n'empêche pas qu'en Australie, on vit dehors, on a beaucoup d'espace, donc on vit bien quand même au soleil. Vous apprenez à danser et vous grandissez dans le studio de vos parents, parmi les élèves de votre mère notamment. C'est votre mère qui va vous apprendre à danser, tout comme votre père. Mais celui qui va vraiment vous donner l'envie de faire ce métier, c'est votre père. Parce que vous l'écrivez. Il a ce talent inné. Votre mère, c'est la force de caractère, de travail aussi, plus laborieuse. Alors ma mère, c'est vraiment la mentalité, la force de travail, ça c'est sûr, parce qu'elle a démarré la danse beaucoup plus tard dans sa vie. Donc elle a dû travailler 10 fois plus fort que les autres pour y arriver. Mais mon papa, oui, c'était la passion, c'était le talent surtout. Et c'était en le voyant donner des cours aux autres où je me suis dit, c'est ça que je vais faire comme métier. C'est important de dire que dans le parcours de vos parents et surtout de votre père, l'enfance n'est pas très simple. Non. Et on va voir que chemin faisant, il va y avoir des démons dans la vie de votre mère, notamment avec votre père qui va lui rappeler son enfance. Et quelque part, on sent aussi que dans l'évolution de votre vie, la danse, comme dans l'évolution de la vie de votre père, est là depuis très très tôt. Oui, exactement. Exactement, c'est vrai que mon père, il n'a pas eu une enfance son enfance n'était pas très facile. Il a grandi avec des parents un peu toxiques, hein. Un peu, même beaucoup. La raison pour laquelle j'ai jamais eu de relation avec la famille Patchett de ce côté. On était beaucoup plus proche du côté de la famille de ma mère. Mais ça n'empêche pas que maman, elle avait aussi ces petits démons, surtout en ce qui concernait son image et son poids. Donc, je pense que le fait d'avoir un peu encaissé les problématiques de chacun, sans vouloir que je les absorbe, ça a quand même eu son effet.
Ça a eu son effet parce qu'à 11 ans, vos parents vont se séparer. Ça n'allait déjà pas quand vous arrivez dans leur vie, mais vous êtes leur petit bonheur, évidemment. Ils vont se séparer. Après, on va transitionner vers la suite de votre vie, évidemment, Catherine Patchett. Mais à ce stade-là, ça fait de vous quel genre de petite fille? Alors, moi, j'étais la petite fille de papa, mais je voyais quand même très jeune et assez rapidement qu'on ne pouvait plus vivre avec papa. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement douloureux pour moi. Parce qu'avec tout l'amour que j'avais pour lui, je voyais qu'on vivait dans une situation qui devenait absolument impossible. Et pour ça, c'était plus important que je reste quand même avec ma mère, avec quelque chose dans une vie un peu plus stable, on va dire. Mais ça m'a quand même arraché le cœur de passer moins de temps avec papa et de ne plus vivre en harmonie ensemble. Dans votre livre, on comprend que depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, vous êtes prédestinée pour être danseuse. Vous commencez la danse de salon à l'âge de 3 ans. Vous participez à des compétitions depuis vos 7 ans. Et à 7 ans, vous remportez notamment un premier championnat d'Australie dans la catégorie juvénile. Vous y êtes aux côtés d'Adrian, mais vous ne ferez pas long feu avec lui. À 8 ans, vous êtes la plus jeune danseuse à figurer en finale nationale des mineurs. À 11 ans, vous êtes aussi la plus jeune finaliste nationale junior. Et à 12, vous êtes nommée championne junior australienne. Vous participez notamment à l'Open amateur australien et terminez 5e de la compétition. La compétition vraiment fait partie de votre vie en tant que danseuse professionnelle. C'est tout ce que je voulais faire. La compétition, c'était par où mes parents sont passés avant d'ouvrir leur école de danse. Ils étaient dans les tops du monde. Donc, voilà, ils étaient 7e mondial. Forcément, en les voyant et avec cette éducation de vie, je voulais suivre le même chemin. Donc, je me suis tout donné pour être la meilleure possible dans le milieu de la compétition. Je voulais juste être la meilleure danseuse possible. Tout ce qui s'est passé par la suite en ce qui concerne maintenant la télévision ou le milieu du spectacle, ce n'était pas du tout mon objectif de base. Comment c'est arrivé, ça justement, Danse avec les stars? On va peut-être se dire un mot là-dessus, évidemment, Bien parce sûr. que vous faites partie de la tournée, vous êtes un visage incontournable de cette émission Ça fait 15 petites années quand même. 15 petites années, c'est bien que vous le disiez, parce qu'on n'a pas la sensation que ça fait si longtemps. Vous avez eu 14 partenaires, gagné la première saison aux côtés de Matt Pokora. Vous avez fini 2e de la 4e saison de Danse avec les stars avec Brahim Zaïba. Et puis, vous avez connu la victoire et le sentiment aux portes de la victoire. C'est aussi joli de se raconter ça. Qu'est-ce qu'on ressent, Catherine Patchett? J'imagine que votre sentiment, au bout de plusieurs semaines de travail acharné devant la France entière, est quand même très puissant. C'est extrêmement puissant et puis au début on se rend pas compte parce que moi pour ma part en tout cas on me donne une piste de danse, je danse et surtout la première saison c'est vrai je me suis pas rendu compte avant la fin de la saison l'impact que ça a eu. Ok, on termine la saison avec Matt et on gagne la saison. Et puis le lendemain, ma mère était en France. Le lendemain, on va à Montmartre et on se balade. Et il y a plein de petites filles avec leur père, des gens qui commencent à venir me demander des photos et tout. Et là, en fait, il y a des gens qui ont vu ce machin. Et que moi, quand je suis dans mon boulot, j'y vais au boulot, je rentre le soir et ça continue le lendemain. Après, toutes les semaines, on fait des primes. Mais pour moi, c'est comme si j'étais soit en mode compétition, soit en mode spectacle où je suis là pour présenter mon taf et de prendre du plaisir à danser et d'essayer de donner ce plaisir aussi. Sans me rendre compte qu'en fait, derrière les studios, il y a un écran que les gens regardent chez eux. Et il y a des millions de téléspectateurs. Vous avez 24 ans quand vous arrivez dans cette émission-là. Vous êtes révélé donc au grand public pour cette participation en intégrant l'équipe de danseurs professionnels. Est-ce que vous vous dites quand même, avec le recul, que c'est une chance quand on arrive là, quand on sait qu'il y a beaucoup de danseurs et certains professionnels qui ont peut-être aussi envie d'être sur le devant de la scène, comme cette émission l'a fait pour certains d'entre vous? Alors cette émission, déjà, c'est une émission qui est absolument magnifique, qui est super bien produite. Donc on a cette chance-là que ça met bien notre discipline en avant, ça le modernise, ça donne envie à des gens de plein de générations différentes de faire de la danse salon aujourd'hui, ce qui a été vu comme quelque chose de un peu ringarde.
mamie et papy qui font de la valse au mariage, vrai, quoi. bien sûr. Donc, merci à la BBC d'avoir eu l'idée de mettre la danse de salon en avant. Mais c'est vrai que ça ouvre plein d'autres portes aussi. Le fait de ouvrir cette visibilité au grand public et non seulement que dans la discipline, ça nous offre tellement d'autres choses. Moi qui n'avais jamais envisagé de faire ce genre de choses de base, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est non seulement d'y arriver, mais c'est de rester. Et ça, je pense que pour tout métier, c'est super important. On peut pas baisser les bras parce qu'on arrive. Vous avez fait quasiment toutes les saisons, Katrina j'en ai Patchett. loupé Il y en a une seule où vous n'y étiez pas. Cette année, c'est Samuel Bambi qui a gagné aux côtés d'Anna Riera. Oui. C'était mérité pour vous? Alors, tout le monde mérite, c'est ça qui est difficile. Je pense que les 3 finalistes ont eu du mérite, et pas que, parce qu'il y avait d'autres candidats aussi qui ont été absolument fabuleux. Mais ce qui était différent chez Samuel, c'est que c'est le candidat vraiment idéal de Danse avec les stars, dans le sens où il n'a jamais fait de la danse, il n'a jamais fait du sport. C'est un mec, ok, il connaît un peu la scène, mais complètement différemment, sans vraiment utiliser son corps, etc. Et son point fort, surtout, c'était l'interprétation. Il nous a bluffé à s'adapter à chaque rôle de chaque danse, de chaque histoire qu'il voulait raconter par semaine. Et ce qui a pu, à mon avis, ce qui a pu faire la différence contre Juju ou Emma, qui dansaient mais absolument merveilleusement bien et qui nous a complètement bluffé à chaque prime, c'est que il nous a réellement touchés parce qu'on voyait que c'était pas gagné de base. Exactement. C'est vrai que Samuel Bambi, il a donné les frissons à beaucoup d'entre nous pour son interprétation aussi, parce qu'on l'a vu au fur et à mesure du temps avec sa force de caractère, ne plus être un humoriste mais être peut-être un meilleur. Il a montré une autre sensibilité de lui-même. C'est très très juste. Cette année, vous étiez aux côtés de Philippe Lelouch avec pour partenaire donc Philippe, et avec toute l'affection qu'on lui porte, c'est vrai que c'était pas un cadeau artistiquement parlant, Philippe. Alors, le truc, c'est que chaque saison, on découvre des personnalités différentes. C'est ce que j'aime sur cette émission aussi, c'est que on découvre des gens. Et moi, qui intriguée par des personnages, voilà, j'ai découvert une personne mais absolument brillant et formidable. J'ai tellement appris à ses côtés aussi. C'est un homme incroyable, qui n'était pas forcément fait pour la danse, non, mais qui a quand même montré une certaine sensibilité de lui-même, surtout sur sa deuxième prestation. Mais je pense que tout le monde peut savoir danser, mais chacun à son niveau. Et c'est ce qui fait aussi l'effet de cette émission. Donc, des personnalités comme Philippe Lelouch sont ultra importants pour Danser avec les stars, comme des Stéphane Bern, parce que ça prouve à tout le monde que peu importe notre niveau, on peut prendre du plaisir à danser, on peut quand même partager quelque chose, on peut communiquer quelque chose via la danse. Et le public peut aussi s'identifier à tout à chacun. Exactement, si lui il peut le faire, moi aussi je peux y aller. Est-ce qu'il y a une personnalité avec qui vous aimeriez danser, Katrina? Oh, il y en a plein. Français ou j'ai carte blanche? Carte blanche. Carte blanche, Justin Timberlake, je le dis toujours. Vrai. Oui. Sinon, français, j'ai toujours dit Jean Dujardin ou Gaël Monfils. Très bon, très bien. Bon, on va dire Justin Timberlake, il a quand même des petites bases de danse. Je pense que je rêve un peu, mais bon. J'ai déjà eu la version française, donc avec Matt Pokora, mais j'aimerais bien la version américaine. Depuis 2013, cette émission vous permet aussi de faire la tournée des pros de Danse avec les stars à la fin de l'année. C'était la tournée de Danse avec les stars. Il y avait également les célébrités. Exactement. Et donc, il y a eu diverses, justement, tournées. J'aimerais savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose sur cette nouvelle tournée où je crois qu'il n'y a que des pros? Oui, là, pour le coup, on va partir sur une tournée avec que les professionnels. Donc, ça va être un show uniquement danse. Que sur la tournée Danse avec les stars qu'on a fait pendant 5 ans, c'était l'émission gros produit en spectacle. Avec le jury, avec tout, avec des notes, vraiment l'émission en live, quoi. Que là, vraiment, c'est que de la danse pure, plein de danseurs, pas que les professionnels de Danse avec les stars, mais aussi d'autres pros dans d'autres disciplines. Donc, on aura du hip-hop, du contemporain, du commercial, de la danse de salon, de la danse latine. Donc, ça sera très, très, très varié. Et je pense que les gens vont prendre plein les yeux. Plein les yeux. Je crois que la tournée
démarre à partir du 6 novembre, si je Oui, dis pas de exactement, on bêtises, en démarre tout cas. début novembre. Début novembre. Jusqu'au 20 décembre. Jusqu'au 20 décembre. Elle est orchestrée toujours par Chris Marquez et sa femme Jacqueline Et Spencer. Jacqueline Spencer, exactement. Donc on imagine qu'on va en effet en prendre plein les yeux. Katrina Patchett, vous l'avez dit dans votre ouvrage et dans la presse, on vous connaît énormément pour les paillettes de Danse avec les stars, pour les robes qui tournent et les sourires sous les projecteurs. C'est de cette manière que vous l'écrivez. Mais derrière chaque chorégraphie, il y a non seulement du travail, mais des moments beaucoup plus difficiles. J'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet avec vous, parce que vous venez nous voir pour ce livre autobiographique qui s'intitule Mon corps, mon combat aux éditions Fayard, et vous y dévoilez justement un combat extrêmement difficile. Je préfère vous laisser démarrer pour ne pas tout dévoiler. Alors, justement, tout est dit dans le livre, mais c'est vrai qu'il y a eu des circonstances qui m'ont amené à la boulimie via les pressions du milieu, via aussi un épisode en particulier où j'ai été abusée physiquement, sexuellement parlant, quand j'étais plus jeune, à l'âge de 12 ans. Donc toutes ces choses ont fait que l'image que j'avais de moi-même, le rapport avec mon corps et aussi avec la nourriture, c'était pas des bons rapports qui m'ont justement amené à faire des choses très extrêmes. Mais l'endroit où je me sentais le plus libre et le plus à l'aise, c'était la danse. Donc il y avait un espèce de vrai combat avec moi-même à cause de la danse. Je fais très attention à mon corps. Voilà, je reçois plein de critiques, mais en même temps, c'est l'endroit dans lequel je me sens le plus à l'aise. Est-ce que vous avez... la danse, c'est un milieu très compliqué, évidemment, comme le mannequinat, comme parfois le milieu artistique en général. Tous les métiers d'image. C'est ça. Est-ce que vous avez eu des pressions par rapport à votre corps ? Est-ce qu'on vous a souvent fait des réflexions ? Énormément de réflexions, en effet, depuis toute petite, depuis l'âge de à peu près 5 ans, où voilà, un petit peu de poids en trop, ou pas forcément un corps qui fait pour ça, ou trop de pression dans les entraînements. Ce qui, au final, en ce qui concerne les pressions dans les entraînements, c'était pour m'améliorer. Donc, il fallait avoir du mental. Et heureusement, je l'avais. Donc, c'est ce qui m'a fait aussi progresser rapidement. Donc, zéro regret à ce niveau-là. Mais c'est vrai que pour des personnes qui sont un tout petit peu plus fragiles ou plus faibles, les profs et les entourages doivent faire très attention parce que chaque mot, chaque acte peut avoir un impact. Vous le justifiez très bien dans votre livre avec des paroles qui semblent anodines quand quelqu'un vous dit « t'es belle, t'as minci ». Voilà, oui. Ces petites phrases comme ça qui semblent toutes idiotes, oui. Comme ça, très faciles à dire. C'est vrai qu'on ne fait pas attention, mais on ne sait pas à qui on dit ça. Et donc, on dit ça à une bulimique, par exemple, elle dit déclic, ok, je fais les choses bien, je continue. Vous avez souffert durant 20 ans de boulimie. Vous écrivez « Dès que j'ai commencé à recevoir des remarques sur mon physique à un très jeune âge, j'y ai cru ». Vous parlez notamment de ce combat contre les troubles alimentaires qui ont commencé par la boulimie puis l'anorexie. Il y a eu les deux troubles en même temps. Vous les justifiez, comme vous venez de le faire, par plusieurs raisons. Et vous parlez d'une raison principale que vous venez d'évoquer. Ça me fait forcément réagir, Katrina Patchett, parce que ces derniers jours, on a entendu une actrice qui s'appelle Adèle Haenel parler justement de ces violences, de ces abus qu'elle a subis. Et je trouve très important de mettre en relief ce que vous racontez dans votre livre, parce que vous dites, moi je n'écris pas pour me raconter moi, parce qu'il y a eu beaucoup un sentiment de honte pendant longtemps sur ces deux sujets, mais parce que il y a une responsabilité des adultes à protéger. Absolument. Et c'est en ça que votre discours est exactement le même qu'Adèle Haenel. Et je vous laisse dévoiler votre message. Waouh, ça fait beaucoup, mais quand on est déjà un peu, quand on se sent déjà critiqué, pas forcément à la hauteur et tout, il suffit de justement un événement comme celle que j'ai vécu, où quelqu'un en qui j'avais confiance, que je respectais énormément, a abusé de moi. C'est le truc de trop. Déjà, on n'a pas trop confiance en soi, on s'aime pas trop et tout. Et là, et c'est une phrase que j'ai écrite aussi dans mon livre, je dis, après cet événement,
pourquoi je devrais me respecter si personne d'autre le fait, si personne d'autre me respecte. Et c'est vrai qu'à partir de l'âge de 12 ans, je ne m'aimais plus du tout. J'avais même la dysmorphose, je ne me voyais pas comme j'étais réellement. C'est extrêmement touchant la manière dont vous parlez de vous et vous en parlez à plusieurs reprises évidemment. Il y a eu ces 12 ans et puis il y a eu ces 15 ans avec un partenaire que vous estimez qui était beaucoup plus âgé que vous parce que vous avez grandi et que vous ressembliez très vite à une femme. Dans cet ouvrage, vous dites que donc la conséquence de tout cela, c'est qu'à partir de 15 ans, il y a une sorte de respect qui s'est un peu éloigné de vous-même. Et donc c'est votre corps qui prend cher avec la boulimie. Et vous parlez de 2 types de boulimie. Oui, exactement. La boulimie que moi j'ai vécue, c'est la boulimie où on mange et on se vide et on continue à manger et on se revide. Donc on se fait vomir par nous-mêmes. Qui est un acte qui est... c'est la raison pour laquelle on ne parle pas très souvent à ce sujet, parce que quand on pense réellement de passer à l'acte, c'est assez dégueulasse. De se mettre à genoux devant les shots, de se mettre les doigts dans la gorge, de pleurer des yeux, de se gonfler de visage, de péter les vessies, de se gratter la gorge, de saigner en vomissant parce qu'on a fait du mal à l'estomac. Enfin voilà. Mais il y a l'autre côté de la boulimie qui est très dangereux, aussi. C'est de vraiment de l'addiction à la bouffe. On remplit jamais ce vide. Donc, on a besoin de manger et on a constamment faim. Vous parlez aussi de la boulimie qui n'est pas qu'une souffrance mentale, c'est une attaque frontale contre l'organisme qui a aussi des répercussions sur le corps. Vous évoquez la perte de vos cycles menstruels pendant 2 ans. Vous parlez de déshydratation, de bien d'autres choses. Vous dissociez aussi la boulimie de l'anorexie parce que vous venez de l'évoquer. Moi, j'ai vécu les deux. Oui. Mais vous dites que l'anorexie, en fait, on en parle beaucoup plus et qu'on a beaucoup plus d'estime pour les gens qui sont dans l'anorexie. Alors, ouais, c'est ça. C'est ça le problème, parce que les deux sont aussi dangereuses. Hein. La boulimie et l'anorexie, enfin, c'est 2 choses qui sont absolument terribles. Mais l'anorexie, un peu plus acceptée, parce que l'acte est moins violent. Ouais. C'est juste on se prive, on ne mange pas. Ouais. Du coup, les gens peuvent se dire, sans savoir les problèmes psychologiques et aussi physiques que ça peut entraîner, peuvent se dire, elle fait juste attention à son poids. Que la boulimie, je viens de le dire, en fait, l'acte est beaucoup plus violent. C'est comme quelqu'un qui aime se torturer ou qui aime se faire du mal. On en parle un peu moins parce que c'est quand même dur de se prendre un couteau et de se couper. Enfin, c'est très violent. Vous parlez aussi d'un autre aspect souvent occulté, c'est le gouffre financier. Oui. Quand on est boulimique, on a besoin de tellement se remplir qu'on achète de tout. Et ça coûte extrêmement cher. Et ça coûte cher. Quand on mange pour 20 personnes par jour, parce qu'on a besoin de manger, se vider, parce que c'est une maladie qui est addictive. Donc, psychologiquement parlant, c'est dur, physiquement, c'est dur, mais financièrement, c'est aussi dur. C'est aussi très dur. Catherine Abachette, on va continuer cette émission avec vous dans un instant, évidemment. On va continuer à parler de votre livre, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Merci. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, Tsahal a détruit 14 km de tunnels du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Environ 70 combattants ont été tués ces derniers mois. Ils étaient accusés de violer le cessez-le-feu et de menacer les soldats israéliens. L'objectif de ces opérations, affaiblir les capacités du Hamas.
Sur le front nord, l'armée israélienne a mené des frappes aériennes contre des positions du Hezbollah. Une première depuis 3 semaines. Ces frappes interviennent après plusieurs attaques du groupe terroriste, dont une attaque récente par drone. Attaque qui a causé la mort d'un soldat, le sergent Idan Fuchs, 19 ans. Le président libanais Joseph Aoun a répondu au Hezbollah qui refuse de négocier avec Israël. Il a déclaré que négocier avec le pays n'est pas une trahison. Selon lui, la vraie trahison est d'entraîner le Liban dans une guerre pour des intérêts étrangers. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a accusé les États-Unis d'être responsables de l'échec des récents pourparlers de paix menés via le Pakistan. Selon lui, les négociations avaient progressé mais ont échoué à cause de demandes américaines jugées trop strictes. Il a fait ses déclarations à son arrivée en Russie où il doit rencontrer aujourd'hui le président Vladimir Poutine. La police britannique a arrêté un homme de 37 ans soupçonné de terrorisme après une série d'attaques visant la communauté juive à Londres. L'enquête concerne plusieurs événements, notamment l'incendie de véhicules d'urgence de l'organisation juive Hatzolah, des tentatives d'attaque dans différents quartiers et un objet enflammé lancé contre un bâtiment de presse iranien. Au total, plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées, dont certaines déjà inculpées. Enfin, la série israélienne Fauda est de retour. Elle sera diffusée à partir du 18 mai en Israël, puis plus tard sur Netflix. La série aura une nouvelle intrigue centrée sur la vengeance. Elle a été réécrite après les événements du 7 octobre 2023 pour refléter la guerre et ses conséquences. Il y aura aussi des nouveautés au casting, dont l'actrice française Mélanie Laurent. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour, c'est David Revaudalon. Retrouvez-moi tous les jours du lundi au jeudi à 7h45 pour l'interview politique de Radio J. France, gouvernement, assemblée, campagne électorale, Israël, international. Chaque matin, un invité politique pour comprendre les grands enjeux contemporains à 7h45 dans le 6-9 uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invitée aujourd'hui, Katrina Patchel, venue nous voir pour son livre autobiographique Mon corps, mon combat aux éditions Fayard qui parle notamment de troubles alimentaires. Katrina, j'ai une question qui me brûle les lèvres évidemment et vous l'évoquez dans votre livre, mais je vous la pose tout de même. Quand on est danseuse, on a forcément toujours besoin d'énergie, de force. Est-ce que vous n'avez jamais fait de malaise ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments très compliqués ? Si, bien sûr que ça m'était déjà arrivé. Ça m'était arrivé justement où j'ai été hospitalisée, mais heureusement que ça n'a pas duré très longtemps. En même temps, peut-être ça aurait dû durer un peu plus pour me rendre compte à quel point je me faisais quand même du mal parce que j'ai quand même replongé. J'ai même pas replongé, j'ai continué à le faire. C'est vrai qu'on a besoin d'énormément d'énergie. Et moi, j'étais dans les tops mondiaux dans les compétitions en me faisant énormément de mal, en me vidant l'estomac. Et je pense que la réponse à tout ça, c'est que j'ai eu de la chance ou pas, hein, je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu une mentale qui était très, très, très forte et mon objectif, c'était plus important que tout et j'ai réussi à continuer même dans ces conditions-là. Il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre carrière, c'est Maxime de Rémez. Oui, mon partenaire de danse depuis toujours. Votre partenaire de danse qui a succédé à Antonio. Si je dis pas de bêtises. Oui, non, Antonio, c'est quand j'étais plus jeune. Vous étiez toute petite. Mais Maxime, ça fait 20 ans maintenant qu'on danse ensemble et c'est plus que mon partenaire de danse, c'est ma famille, c'est mon frère. Vous avez habité ensemble, Oui. Vous étiez colocs, vous étiez extrêmement proches. Comment vous avez fait pour cacher votre maladie aux équipes en général, à Maxime pendant un temps, avant qu'il comprenne? Oh, oui. Alors, que ce soit Maxime, que ce soit les équipes, que ce soit mon ex-mari, hein, on devient un peu professionnel à ça. Hein. Malheureusement, avec cette maladie aussi, le corps, il apprend à le faire sans qu'on doit vraiment se forcer à le faire. Donc, à un moment donné, il suffit juste de serrer
les muscles dans l'estomac et ça remonte. Donc, ça fait de moins en moins de bruit. On arrive de mieux en mieux à le cacher. On trouve des petits moments. On calcule. Tout est calculé. C'est un secret énorme et un poids énorme qu'on garde avec nous. Mais à un moment donné, ça finit par se savoir. Hein. Mais on rabaisse toujours le truc. Oh, ça va, c'est occasionnel. Ouais. Je sais que si j'ai envie d'arrêter, je peux arrêter, comme toute addiction, en fait. C'est ça. Vous l'écrivez, vous démarrez même votre livre de cette manière. C'est très poignant, Katrina Patchett. Et vous écrivez une phrase: de tout temps, on vous inculque de garder la face, de toujours briller. Est-ce que vous n'avez pas le souvenir de la fois de trop, mais le déclic de stopper tout ça, oui, est arrivé comment? Oui. J'ai essayé à plusieurs reprises d'arrêter parce qu'au fond de moi, j'étais quand même pas bête. Je savais que c'était pas bon ce que je me faisais. Mais l'envie de la minceur, l'envie de obtenir mes objectifs, etc. Et puis, au final, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est une addiction. Donc, j'étais trop baignée dedans et le déclic n'était pas... Il n'y avait pas un déclic assez fort pour me donner envie de passer de l'autre côté de tout ça. Mais une personne extrêmement chère dans ma vie, qui est toujours très très chère dans ma vie, Virginie Dore, c'était l'ex-belle-maman, qui est toujours pour moi ma belle-mère, hein, même si je suis plus avec son fils. Quand elle a découvert ce que je me faisais, elle était complètement dévastée. Elle a eu une réaction comme celle que j'ai jamais vue de d'autres personnes, parce que je pense que les autres personnes qui l'ont su... c'était aussi des gens du milieu, donc soit ils sont déjà passés par là, ou c'est quelque chose qu'ils ont déjà vu peut-être quelque part. Ça n'avait moins d'impact, moins d'importance que elle. Elle vient du nord, de la campagne. Elle était mise sur cette terre pour être mère. C'est une mère fabuleuse de 3 enfants. Quand elle a vu quelqu'un qu'elle aimait se faire autant de mal, ça l'a affecté énormément, ce qui a fait que en voyant sa réaction, je me suis dit, ok, tu peux te faire du mal à toi parce que tu t'aimes pas, tu te respectes pas, mais de faire mal aux autres, c'est des gens que t'aimes, là ça suffit en fait. Vous écrivez, et je rebondis sur ce que vous venez de nous dire, Katrina Patchett, que dans ce milieu, il y a en effet des gens qui connaissent la situation, qui l'ont approchée de près, même s'il y a une forme d'omerta à un moment donné, la boulimie c'est quand même très présent. Et vous parlez, enfin il y a aussi un témoignage dans votre livre de Jean-Marc Généreux. Oui. Et j'aimerais justement qu'on dise que c'est pas aussi rare que ça. Ça peut arriver à tout à chacun. Et c'est vraiment votre message de dire, voilà, il y a un message comme ça, faites attention à vous, aimez-vous, allez au bout de vos rêves, on peut y arriver. Enfin voilà, je ne veux pas parler à votre place. Mais oui, en fait, c'est exactement ça. C'est que... et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce livre. C'était pas pour moi, même si finalement ça a été très thérapeutique. C'était pas pour moi, c'était surtout pour les autres et pour les entourages des autres. Les gens qui savent pas comment aborder ce type de sujet, s'ils voient quelqu'un autour d'eux qui ont ce même genre de troubles, mais aussi surtout pour les gens qui sont en train de le vivre, se dire c'est ok, on peut en parler. D'enlever ce côté le côté coupable, de se culpabiliser, de se dire on peut s'en sortir, je suis la preuve vivante, et puis surtout d'essayer de rendre le sujet moins tabou, pas dans le sens du terme où c'est pas dangereux ou c'est pas bon, parce que c'est pas bon, mais dans le sens où on peut en parler et personne va nous tourner le dos, et on peut avoir le soutien et les encouragements nécessaires pour se soigner. Vous avez justement commencé à en parler, c'est une première libération, mais comment on se reconstruit ? Difficilement, mais on arrive. C'est justement avec un entourage, un vrai soutien de nos proches, avec des bonnes équipes, des professionnels autour de nous, et l'envie. L'envie, c'est le plus important. Vous dites dans votre livre beaucoup de choses, Katrina Patchett, que c'est une maladie dont on ne parle pas assez d'une part. Vous parlez de votre objectif, évidemment. Vous ne vous contentez pas de relater juste une propre souffrance, mais comme vous venez de le dire, vous parlez aussi... vous faites œuvre de pédagogie, de prévention pour alerter sur, en général, les maladies invisibles et pas que la vôtre. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de tout ça, vous avez, pour aller encore plus loin avec vous, enfin compris le message que votre corps vous avait renvoyé, et est-ce que vous estimez que vous en êtes sorti ?
Alors aujourd'hui, c'est sûr que ça fait quelques années maintenant que je ne passe plus à l'acte. Est-ce que j'appelle ça la guérison? Non. Parce que je pense que comme toute addiction, même si on ne le fait plus, ça fait quand même partie de nous. J'ai appris à comment vivre avec, de ne plus passer à l'acte. J'ai appris à m'aimer, j'ai appris à aimer mon corps, ce qui est absolument miraculeux parce que j'aurais jamais pensé un jour en arriver là. Mais c'est quelque chose qui est sous contrôle. C'est-à-dire que je dois faire très attention aux portions que je mange. Je dois écouter mon corps, je dois lui demander ses besoins, de lui donner ses besoins, mais de éviter certains déclencheurs. Aujourd'hui, j'ai plus de déclencheurs psychologiques après énormément de travail. Donc, psychologiquement parlant, ça se passe très, très, très bien à ce niveau-là. Il n'y a pas de déclencheur qui me donne envie d'aller me faire vomir. Mais en revanche, si je fais pas attention aux portions pendant un repas et je me sens trop remplie, ça peut déclencher l'envie d'aller me vider. Même mon corps ne comprend pas parce même encore aujourd'hui, même si ça fait quelques années, le fait qu'il y a quelque chose qui reste dedans, lui, naturellement, il a envie que ça ressort. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dois être gentille avec lui. Je lui donne petit à petit pour lui faire comprendre ça va rester chez nous. OK? Voilà, c'est d'apprendre à comment survivre avec ce genre de choses pour ne plus passer à l'acte. Mais je ne peux pas dire que voilà, ça fait 20 ans que ça fait partie de ma vie, quoi, donc plus. Vous restez évidemment vigilante, mais vous dites au bout, il y a toujours de la lumière. C'est de cette manière que vous écrivez, que vous démarrez votre livre. En anglais, on dit light at the end of the tunnel. Donc oui, au bout, il y a de la lumière et j'ai envie que tout le monde la voie. Katrina Patchett, on va écouter un peu de lumière maintenant avec Fabien Martin qui nous parle musique. Radio J. Ah oui, parce que de la lumière avec Yael Naïm, c'est de la jolie lumière. Vous en pensez quoi, Fabien? On va voir. Allez, on démarre cette chronique. Bonjour Fabien Martin. Bonjour Cyrielle, bonjour Katrina. Bonjour. Dans l'existence, on peut passer à côté de pas mal de choses, vous savez. On peut bien sûr passer à côté de sa vie. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas très grave. On peut aussi passer à côté de l'amour de sa vie. Là, ça commence à piquer un peu. Mais surtout, on peut passer à côté du dernier album de Yael Naïm. Et là, ça devient carrément une faute grave. Imagine what this love could do to you. So this is where I Mais dream quelle évolution! Il y a 18 ans, le très acoustique et tubesque New Soul mettait tout le monde d'accord. Aujourd'hui, changement de décor. Terminé les percussions, remisé au placard les guitares folk RPG, on a sorti les synthés du carton, le vocodeur, les boîtes à rythme. Mais au milieu de tout ça, il y a une chose qui ne bouge pas, c'est une voix toujours aussi identifiable, aussi belle et gracieuse, et bien plus libre. into the trap they call, into the rabbit hole, Après 15 ans passés au sein du label Tôt ou Tard, Yael Naïm sort ici son premier album en totale indépendance. Alors choix aux contraintes, peu importe, on salue le geste. Parce que aujourd'hui, être musicien, c'est juste dépenser beaucoup d'argent et de temps pour que des gens puissent écouter ta musique gratuitement. Avec pour couronner le tout une charge mentale qu'on n'imagine même pas. Des métiers comme ça, mais j'en connais pas d'autres. Mais on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour être joyeux, pour être beau, pour être solaire. somewhere I can't bear. Vous l'aurez deviné, son nouvel album s'appelle Solaire et sur sa pochette, Yael Naïm lévite au milieu du désert. Un entre-deux, une suspension entre le sol et l'air. Et oui, sol-air, ce n'est pas juste un jeu de mots douteux. C'est surtout le projet de ce disque, être entre deux états, comme une transition entre deux mondes. When you go to bed, when you move Un des privilèges de l'âge, c'est la liberté de vouloir se plaire à soi avant de plaire aux autres. Yael Naïm le dit dans ses interviews, c'est quand elle essayait de faire ce que les autres attendaient d'elle qu'elle était la plus malheureuse. Petite leçon de vie au passage. what is so sad. Lay down. Mais contrairement à ce que racontent beaucoup de livres de développement personnel, être soi-même en art comme dans la vie, ça veut pas dire grand-chose. On bouge, on change, on évolue. Il n'existe pas une version figée de nous-mêmes.
Et c'est justement là que Yael Naïm excelle, ne jamais refaire 2 fois la même musique, ne jamais remettre les mêmes notes sur sa propre portée. Huge big fish swimming. Go inside my lake and light myself. Swim with them. Alors vous l'aurez compris, cet album s'inscrit dans cette veine pop électro-minimaliste, celle qui parvient à insuffler de la chaleur humaine dans les machines, comme un écho à James Blake ou à l'incontournable Billie Eilish. Avec dans ses bagages les grains de sable d'un désert qu'il a vu grandir, une multitude d'influences, de visages, de couleurs, elle reste focus sur son trajet en suivant son GPS intérieur pour être à l'heure au rendez-vous avec soi-même, parce que ce sont des rendez-vous à ne pas rater. Pas vraiment de conviction. Quelques bêtes addictions. Yael a donc décidé de reprendre le pouvoir, de reprendre son souffle, parce qu'entre les guerres, le climat, l'économie, elle s'est dit qu'attendre le bon moment, c'est comme attendre une bonne nouvelle, ça peut durer longtemps. Elle convoque ses blessures d'enfance, celles qu'on connaît toutes et tous à notre échelle, se sentir à côté de ses pompes, ne pas avoir les codes, ne pas être la personne la plus cool de la pièce. Voici donc le coming out de fille pas cool de Yael Naïm. Je suis quoi? Je suis la fille peu cool. 6 ans après son précédent album, comme une lumière qu'on n'avait pas vu venir, la chanteuse ne se contente pas de faire son retour, elle signe une véritable métamorphose et nous prouve quelque chose de tout à fait étrange et a priori impossible. On peut être à la fois singulier et pluriel. Et merci beaucoup Fabien Martin pour cette chronique merveilleuse. Je sais pas vous Katrina Patchat, mais moi j'ai imaginé de très jolies portées avec une jolie petite robe en voile. Oh, franchement, j'étais en transe. Ah oui, ça donnait beaucoup d'idées, mais pas que pour la danse. Franchement, ça nous a transportés dans plein de choses, en fait. Surtout, justement, on en a parlé un petit peu pendant cette interview de la façon dans laquelle on se voit soi-même, l'amour qu'on se donne. C'est ça. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui me rappellent de mon sujet du moment. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci à vous. Merci beaucoup Fabien Martin. Et tout de suite, c'est le billet du jour avec Adèle Salomon. Le billet du jour. Bonjour Adèle. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous et bonjour Katrina Patchat. Je préfère vous le dire tout de suite, Katrina, je ne regarde pas Danse avec les stars. C'est pas vous, c'est moi. Je sors de 4 mois de Star Academy, ressenti 2 ans. Les quotidiennes, les primes, les débriefs. J'ai pourtant une vie sociale assez remplie, mais là, ça faisait 4 mois que je ne sortais plus le samedi. J'obligeais mes amis à venir regarder les primes à la maison pour garder un semblant de lien avec l'extérieur. C'était une relation toxique avec la Starac. Chaque samedi, je me disais, cette fois, le prime sera plus court. Cette fois, il y aura moins de pubs. Cette fois, les invités seront pas des gens qui étaient déjà connus au siècle dernier. Non, j'étais déçue, mais je revenais, par habitude, par nostalgie, par peur du vide, un peu comme dans toutes mes relations. Et puis mes potes s'infligeaient ça parce qu'ils sont sympas, ou parce qu'ils ont une relation toxique avec moi. Je préfère ne pas creuser. Mais le problème, c'est le timing, comme souvent. Danse avec les stars arrive pile au moment où je commence à me reconstruire. J'ai pas la bande passante émotionnelle pour me remettre dans une relation aussi engageante. Ce programme mérite mieux qu'une relation pansement, parce que moi, quand j'aime, j'aime vraiment. Et puis vous avez été éliminée dès le début, Katrina, donc objectivement, l'émission n'avait plus aucun intérêt très rapidement. Parce qu'on le sait tous, les vraies stars, c'est le jury et les danseuses. Notamment vous. À jamais la première gagnante de Danse avec les stars. J'aime beaucoup les titres des émissions de TF1 d'ailleurs. C'est toujours très didactique. Danse avec les stars. Qui sera le plus nul ? 4 mariages pour une lune de miel. Il y a 0 suspense sur le contenu du programme. Il y a que 50 minutes inside qui a plus le nom d'une coloscopique d'un magazine People. Bref, tout ça pour dire, je ne regarde pas Danse avec les stars et je préférais être honnête. Parce qu'à mon âge, on dit la vérité. J'aime être claire sur mes intentions. Oui, c'est un message à tous mes ex, n'hésitez pas à en faire autant. Voilà, j'arrête de faire croire à mes stagiaires que je comprends en quoi consiste mon travail. J'arrête de faire croire aux mecs que je rencontre que je cherche une relation casual, sans prise de tête, alors que je veux rencontrer l'homme de ma vie, le présenter à mes parents, l'emmener en week-end en Normandie et planifier notre mariage, mais pas de pression. Et surtout, j'arrête de faire croire que tout va bien tout le temps.
Et c'est là qu'on a peut-être un point en commun, Katrina, parce qu'objectivement, c'est pas sur le sport et la grâce sur un parquet qu'on se ressemble, malheureusement. Vous avez grandi avec la danse, avec votre corps comme outil de travail. On imagine que quand on rentre comme vous dans les critères de beauté, on est forcément en paix avec son corps, comme si la validation extérieure réglait tout. Mais on a grandi dans une génération où Bridget Jones était considérée comme grosse alors qu'elle faisait un 38, une génération où on vérifiait en direct si Victoria Beckham avait perdu ses 300 grammes post-grossesse, une génération où le régime cigarette, cocaïne, alcool de Kate Moss était vendu comme un idéal. Forcément, ça laisse des traces. Quand on est danseuse, on ne peut pas se cacher. Moi, on m'a collé l'étiquette de la rigolote. Vu mon bulletin scolaire, c'était plus cohérent que la sportive ou le cerveau de la bande. Et quand ton métier, c'est d'être drôle, personne n'imagine que tu ne ris pas toute la journée en étant de bonne humeur et heureuse en permanence. Alors merci Katrina d'avoir parlé de tout ça. Dans Mon corps, mon combat, rien à voir avec Mon fils, ma bataille, même si on est sur le même niveau d'intensité, vous osez parler de ces sujets qui ne devraient plus être tabous aujourd'hui, le rapport au corps, la santé mentale, le regard des autres, le rôle qu'on nous donne. Et peut-être que ce livre réparera un peu notre génération et qu'un jour on regardera notre corps comme on regarde Danse avec les stars ou la Starac, avec beaucoup d'indulgence et un peu de recul. Merci beaucoup évidemment Adèle Salomon pour cette très jolie chronique qui nous a beaucoup fait rire. Allez, tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble, Katrina. Et donc, c'est votre portrait dans le regard de Christian Richaume aujourd'hui. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle. Bonjour Katrina. Bonjour. Bon, je vais essayer de faire des enchaînements. Je dois avoir peur ou non? Alors, on va voir. Non. On va voir. Parce que je ne vais pas vous faire perdre l'équilibre. Non, ça serait dur pour une danseuse de me faire perdre l'équilibre. Et on ne parle pas du corps, on va parler de votre esprit. Oui. C'est cette petite fille qui est née en Australie avec cette double pression. Une maman qui a du caractère et un papa qui a une passion. Et au milieu, il y a la danse. La danse, on se demande même si vous n'avez pas appris à danser avant de marcher. C'est sûr. Et cette danse qui vous guide et qui vous permet d'avancer. Et puis on grandit trop rapidement. On grandit trop rapidement avec surtout entouré de gens qui sont plus âgés. Et ça crée une petite difficulté pour notre croissance et pour mon psychique. Ce qui fait que derrière, il y a l'image du corps. Et puis ensuite, papa qui est un peu moins là. Papa qui représente sûrement une sécurité. Papa qui représente un cadre, qui représente aussi la passion, qui présente aussi un pilier face à cette difficulté qu'est la danse. Et qui est moins là. Alors ça crée peut-être une fragilité. Parce que la danse, c'est beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. On est dans l'exigence. Il n'y a pas de seconde place. Il faut être premier. Et il faut le faire quand on danse, il faut le faire quand on mange, il faut le faire quand on s'habille, il faut le faire quand on dort. Sauf que on est une petite fille. Et qu'on est déjà dans la peau d'une grande. Zéro pression. Ouais. On est déjà dans la peau d'une grande. Oui, exact. Et ça pose un gros problème. Parce que, du coup, mon corps devient mon outil de travail, mon outil d'identité. Ça veut dire que mon corps, ma danse, devient mon identité. C'est-à-dire que mon moi, je le mets de côté et c'est mon identité. Et mon identité crée ma valeur. Je danse bien ou je danse pas bien. Je suis accepté, je gagne ou je gagne pas. Et avec ma valeur, j'ai la reconnaissance. Mais la reconnaissance, au mieux qu'elle s'arrête là, je recommence sur mon identité. Et c'est ce cercle vicieux qui m'emprisonne au fur et à mesure du temps. Tout à fait. Avec une petite fille qui veut juste grandir et avoir ses émotions. Alors ce cercle où je m'emprisonne, je mets la nourriture dedans. Parce que l'identité, le corps, la valeur, la reconnaissance, et je mets la ligne. Et c'est pour ça qu'il y a ces va-et-vient avec la nourriture. Parce que cette histoire d'identité, je la donne aux autres. Et moi, j'ai grandi trop vite. Alors, le titre de votre livre, il est très très bien. Il me parle énormément parce qu'il y a mon combat. Oui, vous êtes une combattante en fait. D'abord, une combattante de la danse. Parce que la danse, ça vous permet de vous exprimer. Ça veut dire que c'est cette petite fille qui veut parler à l'extérieur et qui s'exprime à travers ses gestes et qui exprime ses émotions. Et puis une combattante, parce que à travers la danse, il y a eu cette maladie aussi, qui est un combat de tous les jours.
un combat qui est jusqu'à 20 fois par jour, qui est compliqué. Et ce combat, c'est bien aujourd'hui que vous ayez une forme de courage, parce que c'est très compliqué. La différence entre l'anorexie et la boulimie, elles ont un point commun. En ce qui me concerne, c'est que on ne souhaite pas grandir. Parce que ce qui nous attend et ce qui va arriver nous effraie. Alors on essaye de revenir dans une époque d'avant. C'est pour ça que la nourriture est une façon de grandir. L'objectif des deux est le même. C'est le même objectif. C'est le même point. Sauf que, on l'a dit dans cette émission, et vous avez parfaitement raison, l'anorexie, ça se voit. Donc du coup, les gens autour de nous... La boulimie, ça... Non, l'anorexie, ça se voit. Ah bon? L'anorexie, les gens qui sont extrêmement... Il y a des gens qui sont bulimiques, qui sont obèses. Hein. Oui. L'anorexie, ça peut se voir parce que les gens perdent du kilo, ils descendent à moins de 40 kilos. Et du coup, il y a des effets secondaires. C'est que les entourages prennent soin de... La boulimie, en fait, il y a beaucoup de yo-yo. Ouais. Moi, je suis descendue à 47 kilos, par exemple, à un moment donné. Mais je suis aussi montée à 70. Ouais. Donc, c'est que le métabolisme se ralentit énormément. Mais dans la boulimie, il y a plein de gens, comme vous dites, c'est du yo-yo, mais ça peut passer plus inaperçu. Dans notre entourage, dans mon proche, dans même un partenaire. Et comme vous l'avez dit, mon corps s'adapte aussi à cacher cette propre maladie dans mon quotidien. Et là, c'est encore plus compliqué, puisque c'est une maladie que l'on peut cacher plus facilement, donc que l'on peut garder plus facilement. Le but, c'est quand même qu'on prenne soin de moi, et j'évite qu'on prenne soin de moi parce que je la cache. Et donc, c'est pour ça que mon combat, et vous êtes une combattante, parce que le dire aujourd'hui, c'est très courageux, parce que vous l'avez caché sûrement pendant très longtemps. Très longtemps. Et cette maladie, elle se cache. Et les gens, du coup, ne le voient pas, pensent que tout va bien. Et ça fait... Parce qu'on garde le smile. Voilà. Et que d'un autre côté, voilà. Alors, ce qu'on a appris de vous aujourd'hui, sur Radio J, c'est que vous étiez une femme sensible, une femme qui a besoin de s'exprimer. Et vous avez dit une phrase que je répète souvent aux gens, c'est pour qu'on me respecte, il faut que moi, je me respecte. Et c'est important que mon corps et ma tête ne forment pas un nous, mais forment un jeu. Et que j'apprenne à m'aimer. Alors votre histoire, elle nous raconte que au-delà de notre corps c'est une histoire. Mais ce qui est important, c'est prendre soin de soi. Et j'ai envie de dire, on s'en fout du regard des autres, tant qu'on a un regard sur nous et pour nous. Alors merci pour votre histoire. Merci beaucoup, ça me touche. Et je pense que, juste pour terminer, c'est que on est la seule personne avec qui on se lève et avec qui on se couche le soir. Et puis on est né avec nous-mêmes et on meurt avec nous-mêmes. Donc s'il y a une personne vraiment importante à aimer, c'est soi-même. Merci beaucoup, Merci Katrina beaucoup. Patchett. Franchement, c'était très, très, très juste. C'était très touchant. Merci, Christian Richaud, notre psychanalyste que l'on retrouve toutes les semaines sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec Yael Naïm en fond sonore et avec vous, Katrina Patchett. Vous êtes venue nous voir pour votre livre autobiographique Mon corps, mon combat aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Merci vraiment, merci à vous tous d'ailleurs. C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec la comédienne Béatrice Delaboulée pour son spectacle Héroïne à l'Européen à la rentrée. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, ce sera le journal sur Radio J. À demain.